C'est la plus ancienne tour maîtresse entièrement conservée du Bordelais depuis sa construction. Au XIIIe siècle, la tour du roi domine Saint-Émilion. Saint-Émilion, c'est à la fois une juridiction labellisée patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, un vignoble et une cité médiévale. Chaque année, 1 million de personnes visitent ce petit village de 200 habitants. C'est un Saint-Émilion insolite que nous allons vous faire découvrir grâce bien sûr à des points de vue aériens inédits, mais aussi en plongeant dans un monde souterrain totalement inattendu. Aujourd'hui, cap sur Saint-Émilion, un mystère de pierre. Pour rejoindre Saint-Émilion, il faut d'abord traverser un océan de vignes d'où émergent des crus, des châteaux plus prestigieux les uns que les autres, plus de 800. En arrivant de la grande plaine qui borde la rivière Dordogne, on découvre, blotti contre un plateau calcaire, dans un amphithéâtre naturel, une cité qui a conservé son aspect médiéval. Frédéric Boutoul, historien, vient à la tête d'une équipe de chercheurs de reprendre à zéro l'histoire de la ville. Frédéric, on qualifie parfois, le terme n'est pas usurpé, Saint-Émilion de musée à ciel ouvert, donc on se dit que son histoire est parfaitement connue, parfaitement établie. Mais pas tant que ça en fait, parce que pour ce qui concerne la fondation même, on a quand même beaucoup de questions, car le document qui présente la vie du fondateur de ce lieu, donc l'ermite Émilion, est un document qui a été écrit, disons, au XIIe siècle, soit 4-5 siècles après la vie supposée de cet ermite Émilion. Le problème, c'est que ce document comporte beaucoup de choses qui reflètent les préoccupations des gens du XIIe siècle, comme le pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, des éléments que l'on sait tout à fait incongrus, voire anachroniques pour la période supposée de l'existence de cet ermite, c'est-à-dire le 8e siècle. Des doutes sur la réalité de cette légende, mais il y a une certitude, c'est qu'à partir du 10e, 11e siècle, Saint-Émilion est un lieu de pèlerinage. Alors c'est un lieu de pèlerinage et cela attire d'autres communautés religieuses qui vont arriver au XIIIe siècle, des ordres mendiants, mais aussi ça attire des habitants, car on a là affaire à une agglomération dont la croissance sur 2 siècles est tout à fait stupéfiante. L'autre grand acteur du développement de Saint-Émilion, à côté des religieux, c'est un seigneur puissant, le vicomte Pierre de Castillon. Il a participé à la première croisade en Terre Sainte vers Jérusalem, une expédition qui l'a marqué. À son retour, il décide de créer un grand ensemble liturgique et pas n'importe où, sous terre, dans la roche. Frédéric nous emmène dans l'obscurité des catacombes afin de découvrir un étonnant patrimoine souterrain, les vestiges les plus anciens de la ville sainte. Ah là, tout au bout, il y a cette rotonde qu'il faut bien comprendre, creusée dans la roche, elle est absolument étonnante. Il s'agit de l'évocation d'un bâtiment qui est immensément célèbre, le Saint-Sépulcre de Jérusalem. C'est le tombeau du Christ. Le tombeau du Christ. C'est bas-relief. C'est quoi la lecture? Alors en fait, ils ont la position des orants, de ceux qui sont en prière à cette époque, donc les bras dressés vers le ciel. Ils sortent de leur sarcophage, de leur tombeau, et ils ont l'air aspirés vers le haut par cet orifice-là qui organise une liaison avec la partie aérienne et supérieure du bâtiment. Et donc, c'est l'idée des corps qui s'élèvent vers le haut par la résurrection. Un peu partout dans l'espace souterrain, on trouve des aménagements funéraires creusés dans la roche, dans la paroi. Ils datent de cette époque où Saint-Émilion était une sorte de cité des morts, une terre d'accueil pour le repos des défunts. La partie dans laquelle on est
C'est ce qu'on appelle les catacombes, car c'est une galerie qui a été investie par un usage funéraire de manière assez précoce. C'est d'ailleurs sur ces parties-là que l'on a pu procéder à des datations, c'est-à-dire le tournant de l'an 1000. C'est difficile de prendre la mesure de l'importance de ces sépultures. Il y en a des centaines et des centaines. Il y en a effectivement beaucoup. Alors la chance que l'on a parfois, et on le voit bien avec cette épitaphe qui est ici, c'est d'en savoir un peu plus justement sur un défunt de Saint-Émilion. Il s'appelle Costaulus, alors en latin, c'est un prénom gascon costal. C'est une inscription donc du milieu du XIIe siècle, mais ce qui le rend très intéressant, c'est que c'est une composition poétique, et ce raffinement dans le texte que l'on voit montre que cette population de bourgeois était une population soucieuse de culture, et c'est quelque chose que l'on retrouve également dans le soin qui est apporté à la construction romane de cette époque. L'histoire de Saint-Émilion est singulière. Elle fut la première des villes du Bordelais à obtenir en 1199 du roi d'Angleterre, qui à l'époque régnait sur l'Aquitaine, le droit de fonder une commune. Il faut dire que les Anglais sont alors très amateurs des vins de la région. Pour l'anecdote, les pavés sur lesquels nous marchons viennent d'Europe du Nord. C'était à l'origine des pierres utilisées pour lester les bateaux de commerce. On parle toujours de la réputation des vins de Saint-Émilion, mais du point de vue historique, elle est attestée? Elle est attestée par un poème qu'on appelle la Bataille des vins, qui est une espèce de joute entre les différents vins qui étaient de réputation à cette époque. Et ce qui est intéressant, c'est que les vins de Saint-Émilion, qui sont cités dans ce document du début du XIIIe siècle, sont placés avant les vins de Bordeaux. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que l'on y apprend que le vin de Saint-Émilion n'a pas la couleur avec laquelle il est surtout connu aujourd'hui, c'est du vin blanc. Quel point de vue. On a les regards attirés vers les grands bâtiments, comme le clocher de l'église, mais la ville elle-même, c'est vraiment une splendeur. Oui, et alors ce qui rend Saint-Émilion si intéressant pour les historiens médiévistes, ils ne sont pas forcément gâtés point de vue archives, mais en revanche, donc, c'est le bâti civil, le bâti religieux, l'architecture militaire, là pour lequel on est vraiment servi. Et ce qui nous surprend, nous qui travaillons sur Saint-Émilion depuis quelques années maintenant, c'est l'extraordinaire densité du bâti civil des 11e, surtout 12e et 13e siècles, c'est-à-dire en fait des murs, des ouvertures, parfois même avec de l'ornementation, des éléments intérieurs, des agencements de plans, enfin des choses que l'on retrouve assez rarement donc, dans un tel état de conservation. Aujourd'hui, Saint-Émilion, intramuros, rappelons-le, c'est seulement 200 habitants, c'est rien par rapport à l'importance de cette cité au Moyen-Âge. On peut considérer, si l'on fait des extrapolations chiffrées, qu'il y a au milieu du XIIIe siècle environ 2000-2500 habitants. C'est une ville qui occupe jusqu'au milieu du XIIIe siècle la seconde place dans l'armature urbaine du Bordelais. Ce qui va mettre un terme à cette prospérité et à ce rang de Saint-Émilion, c'est la fondation de la bassine voisine de Libourne en 1268, qui a capté les bénéfices de la situation géographique, commerciale, à son propre profit. Nous partons maintenant vers la Madeleine, campée sur un rebord du plateau, un peu à l'écart de la ville, dans ce qui était à l'époque un faubourg. Voici Château-aux-Aunes, un premier grand cru classé. Le site a eu plusieurs vies, d'abord un château fort, puis une maison noble, et enfin une exploitation viticole. Les vignes que l'on trouve à cet endroit ont été plantées tardivement, seulement au début du XXe siècle, et pour cela, il a fallu apporter des tonnes et des tonnes de terre. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ici, autour de cette chapelle romane, depuis le Moyen-Âge, se trouvait un immense cimetière rupestre. On retrouve d'ailleurs, ça et là, des tombeaux creusés dans la roche. Le cimetière a accueilli tellement de défunts qu'il a même fallu creuser sous la chapelle un ossuaire où l'on jetait les ossements afin de libérer de la place. Une grotte de taille modeste, hors les murs, qui cache un petit trésor inimaginable. À peine franchi une petite porte, il suffit de lever la tête pour découvrir ce joyau.
une immense fresque peinte sur la roche au XIVe siècle. Une évocation du jugement dernier, avec d'un côté les damnés en route pour l'enfer, encadrés par des diables rouges aux pattes griffues, de l'autre les élus, accueillis dans la cité céleste par le Christ. Le peintre était habile, utilisant des couleurs vives, multipliant les détails sur les visages, les plis des vêtements, et c'est sous terre qu'il a réalisé son œuvre. Difficile de prendre la mesure de l'importance du réseau souterrain de Saint-Émilion. Sauf lorsque, comme ici, une carrière s'effondre, créant des paliers dans la vigne. Les carrières, ce fut l'autre richesse de Saint-Émilion. Elles s'étendent sous toute la cité et à l'extérieur, sur des kilomètres. Au château Villemorine, nous partons en expédition dans un monde souterrain insoupçonné. Je suis content de vous retrouver, Éric, parce que c'est quand même un endroit où on peut se perdre ici. Alors on peut s'y perdre parce qu'à Villemorine, on a 3 étages de carrière, et en plus des étages intermédiaires. Et en fait, on est pile poil sous le vignoble. Vous imaginez bien qu'avec un vignoble aussi précieux, on n'allait pas faire des extractions à ciel ouvert. Donc on a créé des longues galeries, des entrées, et ça continue sur des grandes longueurs. Quasiment quoi? Plusieurs kilomètres ici? Plusieurs kilomètres ici, oui, manifestement. Oui, oui. Dès le Moyen-Âge, on a utilisé la pierre pour bâtir la cité. Mais à partir du XVIIe siècle, l'exploitation des carrières va fonctionner à plein régime. Ce calcaire, de très bonne qualité, est recherché. Il sera d'ailleurs utilisé pour la construction du Grand Théâtre de Bordeaux. Donc là, on est face à un pilier qui a été exploité convenablement. C'est-à-dire qu'entre les vides et les plats, on a gardé un bloc de pierre entier. Il y en a un tous les 4 ou 6 mètres, ça dépend, ça monte jusqu'à 2,50 m, 3 mètres, mais là il est entier. Et alors la catastrophe, c'est ça, c'est ce qui est en face. Pourquoi la catastrophe? La catastrophe, c'est que à la fin du 19e et au début du 20e, il y a ce qu'on appelait la maraude, c'est-à-dire les gens qui venaient piquer, voler des pierres dans les carrières, soit pour les revendre, soit pour faire du bricolage quelconque. Et dans beaucoup de carrières, cette surexploitation de pierres a créé de gros dommages et de gros déséquilibres. Fragilité, donc danger d'effondrement. Risque d'effondrement, voilà. Racontez-nous les conditions de travail ici pour les carriers. Beaucoup de travail, 20 doublerons par jour. Un doubleron, c'est un bloc de pierre qui fait à peu près 100 kilos. Ça veut dire que chaque carrier travaillait 2 tonnes de pierre par jour, alors dans l'obscurité, parce qu'évidemment, il n'y avait pas d'éclairage électrique. Et donc, c'est pour ça que les traces que vous avez ici, c'est simplement les traces des lampes, de leurs lampes de suif, et qui créent le seul éclairage très local, bien évidemment. On imaginait des points, des petites lumières dans ces grands dédales obscurs. Ces carrières, elles vont fermer fin 19e, début 20e. Elles vont connaître une deuxième vie. Alors la deuxième vie qui va s'arrêter dans les années 50-60, c'est les champignons. C'est-à-dire que les gens des champignonnaires vont s'apercevoir que les conditions de culture des champignons fonctionnent très bien dans les carrières. Champignons de Paris, ici dans les sous-sols de Saint-Émilion. Voilà, la capitale vient de la campagne. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est cette espèce de monde à étages, hein, la pierre dessous, la vigne en dessus, donc des matières d'excellence en plus. Et puis ce passage d'un matériau qui passe des millions d'années sous terre et qui un jour va réapparaître transfiguré dans des bâtiments, dans des monuments au-dessus. Dans Saint-Émilion, l'histoire se découvre au détour des ruelles, notamment lorsque l'on emprunte les escalettes. Ce sont des petits passages piétons entre les maisons, connus des initiés, rarement visités par les touristes. On peut deviner des habitats troglodytiques encore occupés il y a quelques dizaines d'années. Finalement,
Ici, la roche a servi à tout. Pour enterrer les morts, pour se loger, pour bâtir des monuments. Il était donc logique qu'on lui confie le soin de veiller sur l'autre joyau de la cité, le vin. Vous êtes ici dans une des rares propriétés qui est intramuros, avec des cuviers et les chais du château Gadet, et on ne soupçonne pas qu'on est en train de marcher sur notre trésor. Je vous suis, j'ai envie de voir ça. Ah oui, c'est vraiment extraordinaire. Oula, mais ça descend. Ah oui, là, ça descend. On va descendre un peu comme sur un bateau, en marche arrière. Au premier coup d'œil, on comprend que ces carrières, ces souterrains, c'est une aubaine pour un viticulteur. Ah, c'est extraordinaire parce qu'au niveau de la conservation du vin, c'est la meilleure façon de conserver des vins. C'est-à-dire qu'on est avec une cave qui est toujours à la même température, autour de 12 à 13 degrés. On a une hygrométrie qui est de 80 à 90%. Et puis, on est dans le noir, donc complet. Donc, les vins se conservent d'une façon, c'est magique, hein, c'est extraordinaire. On voit la différence entre un millésime qui a été conservé dans de bonnes conditions et un millésime qui n'a pas été conservé dans de bonnes conditions. Bon, attention à la tête, non pas la hauteur partout. Mais ça n'en finit pas, en fait. Ben oui, nous sommes passés sous le cuvier, sous les chais, sous le jardin, et on va arriver sous la maison. Et ces carrières ont aussi servi à se cacher. Et entre autres, pendant la Révolution française, Gadet et ses amis se sont cachés dans les caves de Saint-Émilion. Pour fuir les révolutionnaires. Pour fuir les révolutionnaires. Et donc, pourquoi vous nous montrez ça? Voilà, mais parce qu'il y a un dessin qui date de cette époque-là. Ces galeries, ces souterrains, en fait, c'est un patrimoine qu'il est très difficile d'appréhender lorsqu'on se promène dans Saint-Émilion. Oui, alors, ces galeries, on ne s'imagine pas, mais il y en a plus de 100 km sous Saint-Émilion. C'est-à-dire qu'on peut partir d'ici, aller dans les fossés de la ville, je peux aller chez d'autres voisins, et d'autres voisins venir chez moi. Alors, bien sûr, on a fermé un peu tout ça, mais c'est vrai qu'on a peine à s'imaginer le réseau souterrain qu'il y a sous Saint-Émilion. Pour vous, on peut comprendre Saint-Émilion sans justement aller dans son ventre? Ah non, pour moi, bien sûr qu'il faut se promener dans les rues de Saint-Émilion, mais il faut faire un peu comme la vigne. La vigne qui va avec ses racines chercher et puiser dans ce calcaire de Saint-Émilion. Eh bien, si on ne connaît pas les sous-sols de Saint-Émilion, on ne connaît qu'à moitié Saint-Émilion. Château Pavie, château Angélus. On pourrait égrener à l'infini les noms des grandes propriétés viticoles de l'appellation. Ils expriment une histoire, une tradition, mais aussi, pourquoi pas, une modernité. Exemple, au château Cheval Blanc, où l'architecte Christian de Potsdam-Park a posé au milieu des vignes un acte radical, des chais révolutionnaires. Bonjour Pierre. Bonjour Eric. J'ai la sensation de pénétrer dans un temple presque. C'est le premier mot qui me vient. Oui, il est finalement le lieu est merveilleux, d'élégance, de simplicité, et je dirais par la forme de sensualité. Mais ça reste quand même un chai, un objet pour faire un grand vin. D'ailleurs, pourquoi autant de... Ça s'appelle des cuves, hein, c'est ça? Oui. Pourquoi autant? Alors il y a 54 cuves. Il y a 45 parcelles, elles sont toutes de tailles différentes, ce qui permet de faire ce qu'on appelle la sélection parcellaire. Chaque parcelle retrouve exactement sa cuve. Tout est séparé, on peut observer et après assembler. Tout le but finalement de cette affaire, c'est de respecter surtout le grand terroir et c'est là qu'on fait les grands vins. On prend le temps de bien faire les choses, voilà.
C'est pas un acte architectural anodin quand même. En fait, le dessin est totalement contemporain, mais tellement beau finalement, parce que le contemporain, ça peut vieillir difficilement aussi. Mais là, on est vraiment dans l'intemporalité d'un bâtiment. Et c'est là, je trouve, la grande réussite du dessin de Christian de Porzampar. Il s'est posé finalement comme un vaisseau au milieu de ce magnifique vignoble et au milieu de l'histoire de Saint-Émilion, sans gêner, et en s'intégrant, et on a l'impression que ce bâtiment a toujours été là. Des châteaux, des pierres, pour vous, Saint-Émilion, son patrimoine, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui n'est impossible de reproduire ailleurs. C'est une grande diversité, c'est des signatures, mais c'est surtout le terroir. Le terroir, personne ne peut remplacer un terroir, il est unique, il est celui de Saint-Émilion. Au-delà des bâtiments, ces bâtiments sont posés sur ce socle qu'est le terroir, et c'est lui qui traduit la grandeur de ces vins. Retour dans Saint-Émilion pour découvrir le monument le plus extraordinaire de la cité. Une église souterraine commanditée par le vicomte de Castillon de retour des croisades. De l'extérieur, on ne voit que l'imposant clocher avec sa flèche élancée vers les cieux. Mais dès que l'on pénètre dans la roche, on est saisi. Voici l'église monolithe, c'est-à-dire creusée dans un seul bloc de pierre. 60 mètres sur 20, 11 de hauteur, c'est l'une des plus vastes églises monolithes en Europe. Lors de son creusement, au XIIe siècle, il a fallu extraire à la main 15 000 mètres cubes de roche. Le patrimoine de Saint-Émilion est si riche qu'il se prête à de nombreuses interprétations. François Quer a choisi sa voie, l'approche mystique, ésotérique. Bonjour François. Bonjour Eric. Pour vous, ces pierres parlent, elles délivrent un message. Non seulement elle délivre un message, mais un message que vous venez de me faire redécouvrir d'une autre manière, si je puis dire. Cette petite merveille qu'est le drone qui s'élève vers le ciel et qui permet d'aller en permanence le plus haut possible. Or, c'était le but de cette église. Lorsqu'on entre dans l'église, on est un pèlerin, je n'ai pas d'aile. Et donc, il disait aux pèlerins, si vous voulez devenir papillon, devenir abeille, devenir peut-être une colombe, devenir peut-être un aigle, vous pouvez le faire. Ces ailes sont dans votre esprit, qui sont ici symbolisées d'une façon incroyable, parce que pour monter au maître-autel, vous devez passer sous cet extraordinaire duo d'anges, qui ne sont pas des anges habituels, puisqu'ils ont chacun 4 ailes. Ces anges, ce sont pas des anges comme les autres, des kéroubim. Ils ont été placés quand même en hauteur. C'est un travail phénoménal. Travail phénoménal, c'est dire si elles sont importantes. Le premier message, il est au-dessus Il est donc de nous. là. C'est comment attraper des ailes. Comment puis-je m'envoler? Et c'est expliqué là, en 3 dessins. Vous avez sur la partie gauche un dragon. Et devant, on voit un personnage avec un bâton. Ah, il le dompte. Il le dompte. Vous avez tout à fait l'expression qui convient. Il le dompte. Pourquoi? Parce que le dragon, c'est qui? C'est la vouivre, c'est la force de la nature. C'est notre dragon intérieur. Il faut notre dominer ces mauvaises passions. Que nous devons, apprivoiser. On doit en faire un allié. Et quand on en a fait un allié, on est maître de son corps. Et à ce moment-là, on peut développer l'esprit. Et le musicien qui est à côté, il a maîtrisé son intelligence et sa connaissance pour fabriquer un bel instrument. Ça veut dire que l'homme a maîtrisé son être intérieur, il est épanoui, il a des ailes. Et à ce moment-là, le pèlerin atteint le Graal, on appelle ça. Et c'est représenté au centre, à la place du vitrail normalement, mais on ne peut pas faire un vitrail ici, puisqu'il y a 80 mètres d'épaisseur de pierre. Le calice. On a mis le calice qui représente le sang du Christ, le sang de la divinité, et en même temps le soleil, parce que le vin, c'est le fruit du soleil. Saint-Émilion, finalement, on ne peut pas comprendre cet endroit si on ne part pas sous la terre. Ben, le sous-sol, c'est le cœur, hein, parce que c'était les gens qui avaient du cœur qui ont fait ça. Le cœur à l'ouvrage, ils l'ont su le mettre.
C'est du cloître des Cordeliers que nous allons vous saluer, un petit bijou d'architecture romane et gothique, construit là encore avec cette roche calcaire. On ne sort pas indemne d'une visite poussée de Saint-Émilion, car au-delà du charme infini de ces monuments, de ces paysages, il règne ici une ambiance. Il faut écouter ce que nous racontent ces pierres. Elles nous parlent d'une époque où le sens du merveilleux dominait la pensée des hommes.